récupéré par la Puglia. Occasion, goal! Seconds, Jordan's force-up shot for left. Oh, yes! Michael Jordan saves the day. Elle est démentielle et à l'arrivée, Michael Phelps. James for the lead. Je peux y aller. Salut à tous et bienvenue pour le 4e épisode et avant-dernier épisode du top 50 des plus grands sportifs de tous les temps. Là, ça y est, on rentre dans les choses sérieuses. Je suis toujours avec Alex. Salut Alex. Salut. T'es prêt pour les 20 derniers? T'as quelques blasphèmes dans tes 20 derniers ou ça va? Toujours quelques petites perles, on va voir. Superbe. Je suis aussi avec Armand. Salut Armand. Hello. Moi, je suis très Pareil. sérieux, j'ai pas de blasphème dans les 20. Ok, comme moi, normalement il y a zéro surprise, sauf pour ceux qui connaissent rien au sport. Et on est aussi avec Ben, qui est en approche de chez lui, donc il peut avoir des problèmes de connexion. Ben, tu nous entends? Ben en approche de chez lui, qui a des petits problèmes de connexion, qui a aucun blasphème à faire, donc vu que je risque de couper, je vous donne déjà mon 20e, histoire de pouvoir commencer à débattre. Moi, c'est Bobby Fischer, joueur d'échecs, qui a joué le fameux plus grand joueur d'échecs, la plus grande partie d'échecs en fait, face à Boris Spassky, qui a été vraiment littéralement en fait un duel entre le bloc Ouest et le bloc Est, avec Henry Kissinger qui avait appelé Fischer qui voulait se retirer de la partie. Ça a été une des plus grandes parties d'échecs pour les connaisseurs d'échecs. Et surtout, en fait, Bobby Fischer, c'est littéralement celui qui a fait rentrer le jeu d'échecs comme un véritable sport. Avant, les joueurs d'échecs étaient très peu payés, les jeux d'échecs n'étaient pas diffusés. Et c'est Bobby Fischer qui a fait rentrer cette discipline, en fait, dans l'ère médiatique et qui a permis aux joueurs d'échecs d'être rémunérés pour leur sport. Donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre Bobby Fischer et potentiellement ni Garry Kasparov, qui a également été un très grand joueur d'échecs, ou Magnus Carlsen, qui au sens des statistiques est de loin le meilleur joueur de tous les temps. Mais je pense que Bobby Fischer, pour le côté historique et le côté en fait de cette partie qui a été monstrueuse et magnifique, méritait sa place. Ça se défend très difficile à classer pour moi les. C'est vrai que j'avais oublié que l'échec était un sport, mais bon, on accepte nos joueurs. Atomy, à toi. Ouais, pareil, on m'a fait la remarque qu'on n'avait pas mis de joueurs de e-sport. Mais moi aussi, j'avais pas considéré le e-sport dedans. J'avais mis Kasparov plutôt que Fischer pour sa longévité. Alex, comparer les échecs à un e-sport, c'est un blasphème. Non, moi je suis d'accord. C'est pour ça que je te dis que moi je l'ai pas mis. Mais après, t'as beaucoup de gens qui considèrent que le e-sport rentre dans le. Dans ces cas-là, est-ce que les échecs ont un rapport avec le sport? Si tu as ce raisonnement-là, si tu veux comparer le e-sport et les échecs, c'est comme si tu comparais au final les échecs et le 100 mètres. Le e-sport amène moi non plus, hein, j'y ai pas pensé, mais le e-sport amène des caractéristiques physiques qui se rapprochent plus du sport traditionnel que les échecs. Hein. Ouais, ça se discute. Si tu regardes les joueurs d'échecs, là, parmi les 10 premiers mondiaux, il y a aussi la majorité des mecs ont moins de 30 ans et ils disent qu'il y a une dimension physique qui est importante. Hein. Donc, ça se défend. Tout se défend pour moi. En 20, Alex, t'as qui? Et puis, je pense que pour les 20 derniers, on peut faire un truc un peu différent. Je veux bien que tu me dises pourquoi tu l'as mis en 20 et pourquoi aussi, qu'est-ce qui lui a manqué pour que tu le mettes pas plus haut? Alors, en 20, c'est Zidane. Zidane, qu'est-ce qui lui a manqué pour pas le mettre plus haut? Il lui a manqué une sortie correcte, une Coupe du Monde 2006 amenée au bout et une sortie correcte, moins on va dire, de tempérament sur un terrain. On pense notamment à ce ballon d'or perdu en 2000, si sur encore un coup de tête, si je dis pas de bêtises, ou une tarte. Je pense aussi à ses crampons essuyés contre l'Arabie Saoudite, à la Coupe du Monde 98.
c'est pour moi aujourd'hui ce qui lui a manqué pour être beaucoup plus haut, puisqu'il a marqué le sport, le foot de son empreinte en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Et il lui a pas manqué grand-chose pour moi pour mettre au-dessus, mais c'est vraiment au final un tempérament plus exemplaire sur le terrain, je pense, aura amené à un classement bien plus haut. Ok, ça s'entend. Moi, je l'avais mis un peu plus bas, mais effectivement, Zidane, c'est assez facile de voir ce qui peut lui manquer pour être plus haut. Armand, en 20, t'as qui? En 20, j'ai mis Teddy Riner, qui a déjà été mis par certains d'entre vous. Pourquoi? Parce qu'il est champion du monde 10 ans de suite. Donc pendant 10 ans, a vaincu dans sa discipline, 2 fois champion olympique. Il est français, qui plus est. Pas plus haut par le sport qu'il représente, qui est peut-être pas assez populaire dans le monde pour mériter mieux que ça. Mais c'est quand même un grand champion incontesté dans son sport. Yes, moi, je l'avais mis un peu plus bas. Je sais pas pour vous, moi, c'est un peu les dernières places là autour de la 20e pour les sports un peu secondaires, ou en tout cas pas des énormes sports. Sinon, pour moi, dans les 20, il y a quasiment que des énormes sports. Mais effectivement, Teddy Riner, ça se défend de le mettre très haut. Moi, en 20, j'ai Lewis Hamilton, champion de Formule 1, 6 fois champion du monde. Donc, à part un autre coureur dont je parlerai tout à l'heure, il y a personne qui a fait plus. Et puis beaucoup de records, plus de points en carrière, plus de pole position, plus de points en une saison. Et pour moi, il a un truc qui m'a donné envie de le mettre très haut et qui m'a donné aussi de mettre très haut certains qui sont entre 11 et 20. C'est qu'il a la possibilité encore, puisqu'il est encore en cours de carrière, de monter encore plus haut et de dépasser les leaders historiques de la discipline, enfin le leader historique de la discipline en termes de victoires en championnat du monde. Et ça, pour moi, je le valorise quand même pas mal de me dire, on est un peu ridicule si on met des mecs trop bas, alors qu'en fait, en l'espace d'un an ou deux, ils ont la capacité de monter quasi top 10. C'est mon raisonnement pour Lewis Hamilton. Je vais d'ailleurs enchaîner peut-être sur le 19e, puisque j'ai mis Lewis Hamilton donc en position 19, un peu pour les mêmes raisons que Thomas, et surtout dans un sport qui est très... la F1, c'est vraiment un cercle fermé. Souvent, si on regarde, ils se connaissent tous, ce sont tous des monégasques, ce sont tous généralement, qui viennent de familles assez aisées, notamment parce que pour suivre une passion comme celle-là, c'est une passion qui coûte très cher par an dès le plus jeune âge. Et Lewis Hamilton, justement, vient justement d'un milieu plus populaire et qui, je trouve ça assez marquant dans ce milieu. Il a une personnalité assez incroyable aussi, je trouve. Il est tellement calme, il a l'air calme et du coup, il transparaît pas mal d'humilité par rapport au champion qu'il est. Ouais, je suis d'accord. Puis pour moi, juste un petit truc, un bémol par rapport à ce que tu disais, Alex, c'est oui, c'est un milieu, ils viennent beaucoup d'un milieu assez aisé, mais pour moi, ce qui quand même le valorise, c'est que ça reste une compétition assez internationale. Si tu regardes actuellement les 20 pilotes qui sont en Formule 1, ça reste quand même assez international. C'est un sport qui se pratique aux US, en Asie. Quand tu regardes la tournée internationale qu'ils font, en dehors du tennis, peut-être, il y a assez peu de sports où c'est assez international. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose qui valorise le sport, en plus du fait que c'est un sport où tu peux mourir. Ce qui est quand même pour moi un truc, quand on veut nommer les plus grands sportifs, assez valorisant. En 19, Armand, t'as qui de ton côté? 19, c'est là où j'ai Dan Carter, c'est mon meilleur rugbyman. Vous en avez déjà parlé, il a gagné 2 Coupes du Monde. Il est 3 fois meilleur joueur du monde, qui a un record avec Richie McCaw. Il a souvent porté son équipe, c'est aussi grâce à sa position sur le terrain. Il a gagné tous les grands championnats, notamment le top 14 2 fois avec 2 équipes différentes. Voilà, énorme joueur aussi, autant sur le court qu'à l'extérieur, joueur hyper sympa, humble, aimé, et dans un sport que j'affectionne particulièrement, donc je l'ai mis en 19. Ok, effectivement, c'est plus haut que ce qu'on avait nous, mais ça se défend aussi. Et pas plus haut, Alex, parce que le rugby est suffisamment démocratique. Ouais,
C'est vrai que c'est une limitation. Alex, on va peut-être passer en 18 chez toi parce que je pense qu'on va attendre Ben qui m'a l'air d'être déconnecté pour l'instant et on reviendra vers son 19 après. Yes. Donc moi en 18, c'est Rod Laver. Rod Laver pour ce qu'il a apporté au tennis. Ça a été le premier joueur à remporter plus de 200 titres en carrière. Il y a 11 grands chelems. C'était encore un sport amateur à l'époque. Et d'ailleurs, en fait, il en a 11 en grand chelem en amateur et puis après 8 en professionnel. Il a une longévité assez énorme et au final, c'est devenu un des grands noms du tennis, notamment à travers il a donné son nom d'ailleurs une arena, mais ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'il a apporté, tout ce que le tennis quasiment est aujourd'hui, est en grande partie dû à lui d'ailleurs, et à ce qu'il a apporté au tennis. Ouais. Si je peux rebondir, en 18, j'ai Rod Laver aussi. Et effectivement, pour compléter ce qu'a dit Alex, il a surtout il a 2 grands chelems en carrière, donc il a remporté les 4 tournois du Grand Chelem dans la même année, une fois dans l'Air Open. Donc l'Air Open, c'est quand les tournois du Grand Chelem sont intégrés au circuit professionnel, et une fois avant l'Air Open. On pense aussi que s'il avait joué les tournois amateurs, donc les tournois du Grand Chelem pendant les 5 ans où il était passé pro, il aurait probablement bien plus que 11 titres du Grand Chelem. Donc il a un peu 5 ans au meilleur moment de sa vie, entre 24 et 29 ans, où il doit jouer le circuit pro et du coup pas les grands chelems, et il a loupé beaucoup d'occasions d'avoir encore plus de titres. Donc il fait partie vraiment des tout meilleurs, et vraiment c'est l'un des premiers monstres du tennis pro. Et il a fait la bascule du début de l'ère Open, donc c'est vraiment un moment assez charnière dans ce sport qui est devenu aujourd'hui vraiment populaire, quoi. Ok, je vous pose la question à tous les deux parce que du coup, moi, j'ai pas Rod Laver dans mes 50 parce que j'ai jugé il jouait aussi même si sa domination était très forte, à une époque où le sport était un peu moins international et médiatisé aussi, et que ça jouait quand même pas mal par rapport à des sports qui, comme l'athlétisme, étaient déjà très populaires et des sports un peu rois dans le milieu du XXe siècle. Vous n'avez pas considéré, vous, que c'était un aspect un peu négatif? Bah, moi, au contraire, justement, c'est la période où le tennis prend une telle importance qu'il faut vraiment changer les choses. Tu peux plus avoir des tournois du Grand Chelem hyper prestigieux joués par des amateurs et parallèlement un circuit professionnel. On voit que le sport commence à avoir un tel impact qu'il faut vraiment changer les choses. Et lui, il a été à la fois le roi incontesté avant cette ère et même pendant le début de l'ère européenne. Donc, à un moment où, en fait, ce sport devient considérable. Tu vois aussi qu'il est considéré. Là, il arrive à une époque où il joue vraiment sur tous les continents. Il a gagné 200 tournois. Tu vois vraiment qu'il a joué partout dans le monde et qu'il y a du coup des événements tennistiques sur les 5 continents, et que le sport vraiment il devient assez mutant pour moi à ce moment-là, quoi. Milieu des années 60. Et pour appuyer ce que dit Armand, c'est-à-dire que au moment où Rod Laver grandit et tennis grandit, si jamais, il devient une vraie figure charismatique du tennis et du sport, ce qui permet aussi au sport de gagner cette aura médiatique qu'il a actuellement. Si tu n'as pas une personne aussi forte et aussi importante, je ne sais pas si le tennis aurait eu la même importance qu'il a à l'heure actuelle dans le sport mondial. Ok, très bien. Bah, vous m'avez convaincu. J'aurais peut-être dû mettre Rod Laver dans mes 50. Ben, on va revenir sur toi du coup parce que tu nous as pas donné ton 19. Donne-nous dans la foulée 19 et 18. Donc 19, Schumacher. Je sais pas si quelqu'un l'avait placé avant. Pas encore. Non. Schumacher, c'est grosso modo pour le temps qu'il a passé en fait au sommet. Les 7, on va dire records le record de plus de titres en fait de champion du monde, donc il y en a eu 7. Le record de plus de grands prix gagnés, il y en a eu 91. Le record de plus de records par tour en fait, il en a eu 77. Et le plus de on va dire courses gagnées en une saison, il en a eu 13. Donc en fait là-dessus, en fait, je pense que Schumacher est en Formule 1 le numéro 1 absolu. Donc du coup, il a eu le droit à être en 19e position. Pourquoi pas plus haut? Parce que potentiellement, en fait, je mettrais, pour d'autres raisons, j'ai Ayrton Senna qui est un peu plus haut. Pour des raisons plus d'avoir fait rentrer vraiment la Formule 1 dans le côté, dans la sphère, on va dire, du sport actuel, un peu médiatique, pour toutes les concurrences qu'il a eues, potentiellement même avec Prost, et il a vraiment fait rentrer la F1 dans une autre dimension. Et c'est pour ça qu'en fait, je voulais mettre Senna un petit peu au-dessus de Schumacher, peut-être aussi un petit côté nostalgique qui m'habite.
Juste au-dessus de Schumacher, j'ai mis Diego Maradona en 19e position. Bon, pour la Coupe du Monde gagnée, même de façon un petit peu contestée à cause de la main, de la fameuse main, la main de Dieu, et en fait également pour le fait d'avoir fait rentrer une équipe. Enfin, il avait quand même fait rentrer une équipe dans un domaine stratosphérique avec Naples. Il a été, enfin, en Italie, c'est considéré comme un dieu vivant. En Argentine aussi, c'est considéré comme un dieu vivant. Les Argentins, je pense, considèrent Maradona comme un plus grand joueur que Messi, dans le sens où Maradona a fait gagner la Coupe du Monde à l'Argentine. Je pense que c'est la seule Coupe du Monde de l'Argentine d'ailleurs. Et bon, pour un style de jeu aussi exceptionnel, une capacité de dribble absolument exceptionnelle, je pense qu'il a quand même, voilà. Donc voilà pourquoi en fait j'ai mis ces deux joueurs. Donc là, c'est mis à 18e et 19e place. 19 Schumacher, 18 Maradona. Ok. Moi, je m'aperçois que j'ai pas donné mon 19 non plus. Moi, j'ai mis Novak Djokovic en 19. Voilà, je comprends vos points sur Ouais, Rod c'est vrai que tu Laver. l'as pas Pour donné. moi, quand même, le fait de gagner 17 ici du Grand Chelem dans une période où il y a Nadal et Federer, pour moi, ça représente un truc complètement incroyable. Donc, j'entends le côté Rod Laver, on aurait gagné beaucoup plus s'il les avait joués, ou Borg aurait gagné plus s'il avait joué après 26 ans, ou s'il n'avait pas joué. Ou s'il avait pas joué, ou s'il avait joué les Open d'Australie, n'empêche que lui, il les a joués et il en a gagné 17. À une période où il y en a deux autres qui en gagnent 39 et qui sont considérés peut-être comme les deux meilleurs joueurs de tennis de tous les temps. Il a jamais, Donc pour moi, c'est complètement. le grand chelem, Djokovic. Il a Il jamais ne pris le fait grand pas chelem. de grand chelem, mais il fait pas grand chelem, mais il gagne 17 titres du grand chelem. C'est le troisième plus grand de tous les temps dans une période où il y en a, où les deux autres jouent à la même période que lui. Il gagne 5 Masters, deuxième plus grand de tous les temps. Il gagne 34 Masters 1000. Bon, alors certes, c'est uniquement sur une période relativement récente, mais c'est aussi le deuxième plus grand de tous les temps. Pour moi, c'est voilà. Et en plus, il a la possibilité, comme Hamilton que j'avais cité précédemment, d'aller chercher une place encore supérieure et d'aller chercher les meilleurs de sa hiérarchie. Donc pour moi, Djokovic 19e et 18e, j'ai mis Tom Brady. Tom Brady, bah, pour moi, le football américain est un des sports que je suis le plus, mais de loin le plus grand footballeur américain de tous les temps, 6 fois vainqueur du Super Bowl, qui a un record, 3 fois MVP, 4 fois MVP du Super Bowl, qui a un record aussi. Tout gagné sur l'espace de 20 ans avec les Patriots. Donc, pour moi, légende du sport et avec sa place en 18e position. On a fini les 19 et 18, il me semble. Sauf si quelqu'un en a encore un. On peut donner le 17. Armand, t'as qui en 17? 17, j'ai Zidane. On vient d'en parler. Bah, pour l'ensemble de ce qu'on a un peu dit, pour Fabio, il a un peu un côté de. Il n'a pas non plus affolé les statistiques. On l'aime presque plus parfois pour la façon dont il joue sur le terrain que pour un nombre de records en particulier. Mais il a porté notre équipe pendant pas mal d'années. Il a quand même un très très beau palmarès, autant en club qu'avec l'équipe de France. Et avec vraiment un style de jeu qu'on aime et qui mérite de faire partie des grands footballeurs, bien qu'il n'ait pas non plus un nombre de statistiques hallucinantes, on va dire. Il est quand même assez solide. Ouais, et puis Ben nous avait dit qu'il était top 10 chez lui. Alex, là, en 20e place, donc on est tous à peu près pareil entre 10 et 30. Quoi. Zidane n'est pas top 10 chez moi. Zidane est exactement la même position que pour Armand, il est en 17. Ah, ok, d'accord. Il me semblait qu'il était top 10 chez toi. Bah, du coup, quand on enchaîne sur Zidane. Clairement. Ben, tu voulais en dire un peu plus sur Zidane, du coup, on t'entend pas bien, c'était de ma connexion. Pas potentiellement des stats, enfin si, il a eu des stats incroyables, mais qui potentiellement, si on regarde d'autres grands joueurs, enfin il a gagné une Coupe du Monde, une finale de Coupe du Monde, il a eu un style de jeu, je trouve, assez exceptionnel, il a marqué le sport, enfin il a marqué la France, parce qu'il a fait rentrer la France enfin footballistiquement, il a fait gagner la Coupe du Monde à la France, il a remis la France sur les rails en 2006, quasiment à lui tout seul. Quand tu regardes le quart de finale entre la France et le Brésil, tu as vraiment juste une démonstration d'un homme contre un sport que je trouve assez remarquable et moi qui m'a ébloui, que je pense qu'il a marqué ma vie. Enfin, ce quart de finale où il a enchaîné roulette sur roulette, il a absolument endormi l'intégralité d'une équipe du Brésil qui était la favorite absolue de la compétition à l'époque. Il devient entraîneur, reprend le Real Madrid dans une position pas forcément facile en 2016, enfin fin 2015, 2016.
Bon, il enchaîne trois Ligues des Champions d'affilée. C'est ce que je trouve qui est quand même ce qui est un record pour un entraîneur. Donc, ce qui mérite quand même d'être souligné. Donc, en fait, il y a quand même dans Zidane, enfin, il marquera peut-être plus le sport en tant qu'entraîneur que joueur, peut-être d'ailleurs. Donc, il a gagné qu'une Ligue des Champions et il aura peut-être la façon de reprendre l'équipe de France et la mener, mais il a eu quand même. Enfin, les statistiques sont peut-être moins incroyables que d'autres sports. Enfin, Beckenbauer potentiellement, Pelé, même en termes individuels, Messi et Ronaldo ont des stats un petit peu plus incroyables. Mais il aura été un joueur monstrueusement complet, une Ligue des Champions, une Coupe du Monde, un Euro, une Coupe du Monde perdue en finale, 3 Ligues des Champions en tant qu'entraîneur. Je pense que c'est quand même et une aura qui, au-delà du sport, qui je trouve assez incroyable. Voilà. Yes, bah, du coup, vous l'avez tous les trois autour de ces places-là, entre 17 et 20. Alex, de ton côté, 17. Il y a Alex Prim qui a mis un cœur là. Là, il est en train. Elle est un petit cœur pour Zidane. Non, mais moi, en 17, j'ai mis Johan Cruyff. Johan Cruyff, ce qui l'a tout de suite empêché d'aller plus haut, c'est simple, c'est le manque de trophées internationaux. Que ce soit la Coupe du Monde ou que ce soit le championnat d'Europe, à chaque fois il est passé proche, à chaque fois il a joué dans la meilleure équipe, à chaque fois c'était le meilleur élément de la meilleure équipe, et à chaque fois, signe du destin, il n'aura jamais gagné. J'ai commencé à regarder son palmarès à Johan Cruyff, je pense que j'en ai pour 10 minutes de citer tout ce qu'il a gagné. C'est-à-dire qu'on parle quand même du joueur qui a apporté, qui a changé le jeu en tant que joueur, qui a rechangé le jeu en tant qu'entraîneur. On parle de lui comme celui qui est derrière, encore une fois, la reconstruction de l'Ajax, qui a été en demi-finale en Ligue des Champions l'année dernière. C'est une personne qui a toujours, au final, été le maître contesté dans son sport, que ce soit au Barça, à l'Ajax, en tant qu'entraîneur et en tant que joueur. Johan Cruyff, il lui manquera toujours cette Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde perdue face aux Allemands, qui aura été un peu le drame de sa carrière. Ouais, je suis d'accord. Moi, je l'avais en 23, mais effectivement, celle-là, s'il la gagne, il est beaucoup plus haut. En 17, moi, j'ai LeBron James, basketteur américain, du coup, des années 2000-2010. Bon, bah, il est assez contemporain, donc on le connaît quand même relativement bien. 3 fois champion, 3 fois MVP des finales, 4 fois MVP. En route pour être peut-être meilleur marqueur de tous les temps de la NBA. Ce qui l'empêche d'aller un peu plus haut, c'est qu'il a quand même 5 finales perdues. Et entre guillemets, que titre de MVP, là où d'autres ont fait mieux, mais c'est notamment ces 5 finales au milieu de ces 8 finales, notamment à cause d'une équipe des Warriors extrêmement forte qu'il a dû affronter. Et de ne pas avoir toujours été entouré ou d'avoir choqué de temps en temps un peu en finale, ça l'empêche d'être beaucoup plus haut. Place 17, on a terminé ou il nous manque... Non, c'est bon. On peut passer en place 16. Armand, place 16. Place 16, j'ai Abdul Jabbar, basketteur, qui détient, je crois, le record de nombre de points marqués en NBA avec plus de 38 000 points. Joueur d'une longévité exceptionnelle puisqu'il a passé 20 saisons en NBA. Il a, je crois, presque le record aussi du nombre de rencontres disputées. 6 titres de NBA, élu quasiment chaque année dans les meilleurs joueur énorme. Ouais, bah moi, c'est marrant, je l'ai aussi en 16. Karim Abdul-Jabbar, effectivement 6 fois MVP, 6 fois champion, meilleur marqueur all-time, donc tu l'as dit. Il a aussi, pour sa longévité dont tu parlais, il a le record de All-Star Game. Pour moi, les petits points qui ont manqué pour le faire aller plus haut, c'est premièrement, la NBA décolle vraiment plus dans les années 80 avec la rivalité Bird Magic et surtout après lui avec l'essor de Jordan. C'est là que ça s'internationalise au début des années 2000 notamment. Et donc du coup, la NBA dans laquelle il joue, notamment sur la première partie de sa carrière dans les années 70, est un peu moins le gros sport qu'on connaît. Et le deuxième point, c'est qu'il a que 2 titres de MVP des finales, ce qui reflète le fait que il a joué notamment avec Magic Johnson et avec James Worthy dans une équipe des Lakers incroyable, ce qui fait que sa performance individuelle, aussi incroyable soit-elle, a quand même été beaucoup aidée par une équipe collective, le Showtime des Lakers notamment, qui a été incroyable.
Mais effectivement, il avait sa place dans le top 20 pour moi. Alex, en 16? En 16, pour moi, ce sera Jesse Owens. Jesse Owens, on a un petit peu parlé un peu plus haut, mais je l'ai surtout moi mis à cette position pour, au final, pour son impact qu'il a eu sur les JO 36, sur ses victoires devant Hitler à demi, enfin, chez lui. Moi, je trouve que pour un point de vue marquant, d'un point de vue marquant dans le sport, c'était très important de le mettre dans le top 20 et donc je l'ai mis en 6e position. Ok, effectivement, on enchaîne les chassés croisés. Ben, en 16? Jesse Owens. Ah, incroyable. Et ben, Ouais, c'est 2 fois que je suis. Bon, bref, voilà. Pas commenter plus, mais pour les raisons qu'a cité je Alex. sens des contrôles X, contrôle V un peu à Ouais. droite, mais on va dire qu'on a à peu près les mêmes places. Je pense que j'aurais pu envoyer mon classement depuis le début. Je peux envoyer mon fichier Excel qui était sauvegardé il y a maintenant 2 semaines, qui n'a pas changé. Donc, Ouais. voilà. Donc, je peux annoncer Don Bradman avant et Gretzky ensuite dans les 2 suivants. Et on va essayer de comparer par rapport aux autres. J'annonce juste pour pas me faire insulter en disant que je suis un copieur. Mais voilà. Voilà mes 2 suivants. Donc, si quelqu'un a. Même les amis. Ça, parce Il est que à j'ai cœur, fait regardez quelques comment modifications en écoutant. Comment? C'est ça parce que on en parle avec Tommy le dernier podcast, on modifiait parfois en écoutant les autres quelques noms, enfin quelques places. Ah, je n'ai rien modifié de 5 secondes. En écoutant Notamment les mon autres. Cristiano Ronaldo et mon Lionel Messi, mon Rafael Nadal dans mon top 40. Donc rien n'a été modifié dans mon classement. Ok, donc Ben, Bradman et Gretzky. Et donc, On a parlé pour Bradman non, la dernière je fois. voulais pas rusher du tout le classement. Je voulais juste annoncer ça pour qu'on commence pas à me raconter que j'ai changé mon classement Ouais. et que m'insulter. Et donc Bradman, Je t'entends plus là, Tommy. Tommy, tu coupes. Tommy a coupé. Ouais. tu m'entends? Ah, Tommy revient, mais là, ta vidéo est un peu figée. Non, mais Bradman, ouais, bon, bref, je vais pas commenter Bradman, c'est juste le plus grand joueur de cricket de tous les temps, et voilà. Après, on peut parler, mais je connais rien au cricket. J'habite en Angleterre, donc je suis obligé de On mettre. a donc des joueurs de cricket dans le top 20. Ok, d'accord. Non, mais mec, arrêtons. La croquette, le cricket, c'est le sport d'un pays. Enfin, les Anglais préfèrent le cricket à. Enfin, ils ont le rugby, le foot et le cricket. C'est les 3 sports en Angleterre. Ouais, puis gros sport en Ouais. Inde, gros sport en Australie. Ouais. Donc moi, il était pas loin du top 20, mais juste avant. Donc voilà. On peut continuer. On continue à m'insulter là. Ok, Armand en 15, t'as qui? En Ouais, c'est ça. 15, c'était un peu pour représenter ce sport dans le top 50. C'est Eddy Merckx, Ok. le cycliste. Difficile de mettre Armstrong à cause du fait qu'il ait triché. Et du coup, en termes de record derrière, c'était le plus solide. 11 grands tours, dont 5 tours de France, 5 tours d'Italie. Donc leader incontesté du début des années 70 en cyclisme. Voilà. Ok, Alex en 15? En 15, moi j'ai mis Fangio. Fangio pour au final un peu son charisme et ce qu'il a apporté à la course automobile. 5 cinq fois champion du monde de Formule 1 à l'époque, dans la première les années 50. Pour moi, quand on parle de Formule 1 ou de course automobile, on pense à Fangio. Fangio, c'est un petit peu tout le charisme de l'automobile et je pensais qu'il méritait une place aussi dans le top 20. Ok, moi c'est marrant, j'ai pas, je sais pas si vous, Armand et Ben, vous avez Fangio. Moi je l'ai pas mis dans mon top 50. J'ai Moi considéré non que le plus. fait d'avoir on comprenait que 5 Ni titres de dans le champion high. du monde à une période où c'était moins international, valait moins sa place. Mais effectivement, légende du sport et ça s'entend aussi de le mettre très haut. Difficile d'évaluer ces sports dont on n'a jamais vu vraiment les athlètes. En 15, moi j'ai C'est Rafael vrai. Nadal. Nadal, 19 titres du Grand Chelem, 35 Masters 1000, qui est un record, champion olympique en simple. Qu'est-ce qui lui a manqué? Je pense pas qu'on ait besoin de le présenter beaucoup plus. Qu'est-ce qui lui a manqué pour être plus haut? Moi, il y avait 2 éléments. Il y en a bien sûr il y en a un qui mène la course en termes de titre du Grand Chelem et dont on parlera encore plus haut, qui pour moi reste peut-être l'élément principal dans ma manière d'apprécier
un tennisman. Et un deuxième point aussi qui joue quand même, qui est qu'il gagne 0 Masters, là où Djokovic et Federer ont gagné. Voilà, c'est un titre qui est quand même aussi important, qui montre une des petites faiblesses de Nadal, qui est le plus grand joueur de tennis battu tous les temps de loin, mais peut-être un peu moins complet tennistiquement que ces deux autres rivaux. Et j'enchaîne sur mon 14, puisqu'en 14 j'ai Merckx, dont Armand a déjà parlé. Donc pareil, voilà, 5 Giro c'est un record, 5 Tours de France c'est un record, 3 championnats du monde c'est un record. Donc pour moi, à partir de là, c'était assez incontesté que Merckx, qui représente quand même un sport à la fois très historique, puisque très pratiqué depuis le début du XXe siècle, et relativement international quand même, et sa place dans le top 15, Eddy Merckx, le cannibale. Armand en 14, je rebondis sur toi du coup. Je vais rebondir Tout le sur monde le a dit son 15 là? Ouais, vas-y. Parce que j'ai aussi Eddy Merckx en 14. Donc, comme Thomas l'a précisé, le cannibale, monstrueux sur les Tours de France, monstrueux sur le Giro. Au final, on en parle encore aujourd'hui, c'est un peu le modèle du cycliste. Et c'est pour ça que, en 14e place, le seul truc qui lui a manqué pour être plus haut, c'est d'être encore plus de popularité pour le cyclisme, dans les courses notamment moins connues qu'au Tour de France. Yes, bah du coup on est d'accord là-dessus. Ben, tu nous as déjà donné ton 14 avec 14, avec Wayne Gretzky. J'ai Wayne Gretzky, ice hockey, plus grand joueur de hockey sur glace. Je suis pas un grand connaisseur de hockey sur glace, donc mais bon, en termes de record, de titres, de longévité, il méritait sa place. Et en fait, c'est le seul représentant de hockey sur glace dans mon classement. Et en fait, j'ai eu plus ou moins une politique de mettre les plus grands joueurs dans chacun des sports un petit peu assez haut. Et le hockey sur glace, ça reste un sport quand même qui est très important en Amérique et en Amérique notamment, au Canada. Et donc qui a énormément quand même de téléspectateurs, donc qui mérite un peu sa place. Yes, carrément. 14. Armand, t'as pas donné encore ton 14, toi? Ouais, j'ai mis Diego Maradona, on en a parlé il y a 10 minutes. Ouais, pour le fait d'avoir porté l'Argentine en 86. Il est peut-être un peu haut finalement et je pense qu'il a vraiment une image ternie par toute sa carrière post-sportive. Mais il mérite quand même sa place parmi les grands joueurs. Mais c'est vrai que il n'entretient pas le mythe depuis quelques années malheureusement. Alors, est-ce que là, je pense qu'on peut s'arrêter 2 secondes, peut-être faire un micro-débat sur Maradona, parce que vous l'avez tous, Alex et Armand, vous l'avez dans votre top 20. Oui, et Ben aussi. Non, moi, il était 22. Il était 22, ok, chez toi. Mais vous l'avez tous, Ben et Armand, vous l'avez dans votre top 20. Moi, je l'avais même pas mis dans mon top 30. Est-ce que vous ne trouvez pas justement que c'est un peu sa légende autour de son personnage qui le fait aller très haut, mais que finalement, en fait, quand on regarde son palmarès, bah, il gagne quand même pas grand-chose en club. Il gagne une Coupe du Monde, mais quand même, qui est quand même marquée par de triche. Enfin, on peut appeler ça comme on veut, mais c'est quand même le cas. Vous trouvez pas que sa légende a peut-être un peu dépassé le sportif? Bah oui et non. Tu peux aussi considérer que dans le monde du sport, l'extravagance fait la notoriété et que même ces extravagances négatives entretiennent un certain, enfin, ouais, une certaine renommée, quoi. Après, il y a quand même, au-delà d'une Coupe du Monde, il y a quand même une vraie longévité en club. Avec le Napoli, il était quand même monstrueux pendant longtemps. Il a quand même des arguments, mais tu vois, s'il avait une carrière post-sportive meilleure, peut-être que les gens le considéreraient. Après, on oublie aussi aurait une image de lui avant encore meilleure. Il va en finale en 90 tout seul. Hein. Il prend l'équipe d'Argentine et il y va tout seul jusqu'en finale. En étant monstrueux pendant toute la compétition. Et là, après, il s'est donc uniquement battu par les Allemands.
La finale, voilà, cette Coupe du Monde-là, il l'a fait tout seul. Beaucoup plus que Zidane en 2006. Ouais, ok, j'entends. Mais bon, pour moi, voilà, typiquement, il ne gagne pas la Liga avec Barcelone, il ne gagne pas la Ligue des Champions. Il gagne deux championnats Il a d'Italie fait quoi, seulement. une saison, non? Deux. Ouais, en étant beaucoup blessé aussi. Enfin, pour moi, moi, j'ai un peu le sentiment que la légende du personnage a un peu déplacé le sportif. Après, ça s'entend que, comme pour Fangio aussi, le fait que ça devienne quasiment une expression de rouler comme Fangio, effectivement, ça marque aussi. Mais moi, j'avais un peu l'impression que son personnage excentrique avait un peu justement amélioré sa carrière sportive plutôt que l'avoir terni. Et Ben, peut-être, qu'est-ce que tu en penses sur Maradona? Toi, tu le voyais très Moi, haut j'ai mis à aussi? 18e. Ouais. Donc oui, mais bon, je suis d'accord avec sur le fait qu'il a emmené, enfin sur le côté de son leader en fait, le Napoli, et en plus le côté d'avoir emmené l'équipe d'Argentine et d'être une légende vivante en Argentine, pour avoir emmené en 90 l'Argentine au sommet quasiment à lui tout seul, je pense qu'il méritait quand même sa place. Mais je l'ai mis en 18. J'ai laissé. T'as quand même t'as la FIFA qui le nomme joueur du XXe siècle devant Pelé, hein. Ça, je suis pas Ouais, d'accord. ouais, ouais. Bah, après, c'était. Je vous ai un peu perdu. Je sais pas si vous m'entendez encore. Moi, je t'entends. Ouais. Ouais. Ok. Du coup, bah, ok, sur Maradona, c'est un bon débat de façon. On l'a tous quand même dans des places qui sont très élevées, mais là, on va commencer à pinailler. Moi, en 13, pour rebondir sur Ben, j'ai Wayne Gretzky en 13. Voilà, 9 fois MVP, c'est un record un peu tout sport US. 4 Stanley Cup, il avait 61 records à sa retraite. Alors certes, il y a beaucoup de records différents, mais plus de buts et de passes décisives notamment. Donc pour moi, c'est une espèce à la fois c'est un sport assez international. Donc Ben a parlé du Canada, mais c'est Canada, US, c'est aussi un sport très populaire en Union soviétique. Au-delà même de l'aspect hockey sur glace, je voulais aussi représenter le hockey en général. J'ai pas de hockeyeur sur gazon, mais si on prend le hockey gazon compris, ça devient un sport d'autant plus international. Et aspect, peut-être que je me fais aussi un peu avoir, mais aspect complètement légendaire du personnage, au-delà même de la renommée du sport. Je trouve que c'est quand même un sport où. Ouais. Bref. Où il y a très peu de licenciés, quoi. Très peu pratiqué. Mais bon. Si tu prends sur glace seulement, mais si tu prends le gazon aussi, il doit y en avoir beaucoup plus, non? Parce que ça se joue aussi beaucoup en Australie, beaucoup dans certains pays européens. Ouais, si tu prends hockey sur gazon, ok, mais tu as tellement une barrière à l'entrée, le fait d'avoir des patines, enfin, sur le côté infrastructure, que tu as de fait peu de joueurs qui y jouent, à part quelques Canadiens et Américains et Russes, quoi. Mais bon. Je trouve ça assez haut pour ce sport, le top, le mettre en 14e, mais bon, tu me diras, Ben là aussi, hein. Peut-être, ouais. Parce que l'excellence, elle est quand même aussi assez représentée par la compétitivité, qui est un peu moindre dans ce sport. Mais bon, après, dans beaucoup de sports, on pourrait avoir ce débat. Yes, ça se défend. Moi, j'ai hésité, c'est vrai, à le mettre un peu plus bas à cause de la popularité du sport, et j'ai trouvé quand même que, en fait, son niveau de domination, plus le fait que j'avais pas de patineur, j'avais pas de skieur, etc. Je sais que il était quand même représentatif d'un pan du sport assez majeur au global, et que j'avais envie de le mettre haut. Ouais, c'est intéressant de penser à popularité du sport et aussi compétitivité et nombre de je sais pas comment dire, de joueurs un peu par fédération sportive, quoi. Nombre de licenciés. Ouais, bien sûr, mais je trouve que la délimitation est de temps en temps un peu compliquée. Typiquement, en Formule 1, quel niveau de licence tu prends? Ça reste un peu compliqué à définir. En hockey, enfin, pour moi, voilà, effectivement, ça reste un trade-off entre la popularité du sport et le niveau de domination et ce qu'il représente au-delà de son sport. Mais j'avais le sentiment qu'il représentait quand même au global un pan du sport assez important.
T'as mis qui en 13, Ouais, toi, non, Armand? c'est vrai. J'ai Michael Schumacher en 13. Recordman du nombre de championnats de F1 gagnés. Il en a gagné 7. Leader incontesté justement pendant ces années-là en F1. Icône de ce sport pendant ces années-là. Il a pas mal d'autres records, hein. Je crois qu'il a le record du nombre de départs de Grand Prix. Il en a 307. Il avait le record de pole position avant d'être battu par Hamilton récemment. 91 victoires en Grand Prix. Il a aussi une fin tout aussi assez dramatique qui rend le personnage encore plus mythique. Mais il méritait bien cette place. Yes, Michael Schumacher en 13. Alex, en 13, t'as qui? Alors moi j'ai Teddy Riner. Teddy Riner qui pour moi est dans un sport, on parlait du nombre de licenciés, mais pour moi le judo est un sport qui a beaucoup plus d'impact que le hockey sur glace. Teddy Riner, c'est presque 10 ans sans défaite. C'est 2 médailles d'or olympiques d'affilée, work in progress, 10 championnats du monde, un charisme assez fou qui permet par exemple d'avoir une communication plus importante autour de lui qu'on a eu autour d'un David Douillet. Et puis surtout un palmarès qui effraie la chronique. Il a perdu que 15 fois en combat depuis qu'il est passé pro. Et voilà, entre 2000, je crois que c'est entre 2010 et 2019, aucune défaite, que des victoires. Et sans aucune contestation, il a écrasé son sport. Et en plus, il est français. Bon, moi je trouve ça un peu haut, mais dans tes arguments. En position 13, j'ai Babe Ruth. On avait parlé avant en baseball. Ok, bon, là t'as ligue sur ces places-là, les mecs que tu connais pas, c'est ça? Exactement, c'est les mecs que je connais pas, mais bon, qui ont marqué leur sport. Donc le baseball, je pense que c'est un sport assez important. Et on parle, je pense, potentiellement d'un des plus grands joueurs de baseball, enfin numéro 1 de League of Fame, Free World Series. Il mérite, voilà, je pense qu'il a battu pas mal de records de 2 All-Stars, 50 Series. Ouais. Bon, il a battu énormément de records. Et bon, bref, whatever. C'est plus, j'ai pris le sport, j'ai pris un des meilleurs joueurs. Et en fait, c'est le meilleur joueur pour moi de baseball. Donc, il méritait sa 13e place. Ouais, moi, j'ai mis aucun joueur de tech dans mon classement. Moi, j'ai beaucoup vu effectivement Babe Ruth assez haut dans des classements. On a fait le tour des 13, il me semble. On peut passer en numéro 12. Alex, c'est en numéro 12. Numéro 12, donc LeBron James. LeBron James, parce que ce n'est pas le GOAT. LeBron James, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est beaucoup de finales perdues. Bon, par contre, ça reste aujourd'hui encore, alors dès qu'on voit jouer, simplement un monstre. Ce qu'il est en train de réaliser aux Lakers, c'est assez impressionnant. Je le voyais pas dans le top 10, parce que le top 10 est trusté par du monde, mais c'est vrai qu'il est inarrêtable aujourd'hui dans son sport actuellement, mais il a jamais réussi à part une année donc avec Cleveland, mais en réalité, il n'a pas eu cet impact qu'il fallait en finale, notamment face à Golden State, qui certes avait une équipe proche du porno, mais pour moi, il méritait pas top 10. Ok, ouais, ça s'entend. Moi, je l'avais mis à peu près dans ces éditions-là. En 12, Armand, t'as qui? En 12, j'ai un certain Novak Djokovic. Tu l'as dit, 17 titres du Grand Chelem. En avance sur Roger Federer. Moi, à la différence de toi, je trouve quand même que si on regarde bien, quand il gagne son 2e titre du Grand Chelem, Federer en a déjà 16. Ce qui montre qu'en fait, que tu as vraiment eu t'as quand même, malgré le fait ils jouent beaucoup ensemble, et ça, c'est dû plutôt à la longévité de Federer. Ils ont quand même tout gagné, mais pas au même moment. Federer, il en gagne plus que 4 quand Djokovic commence à dérouler et il gagne ses 17. Mais il est quand même énorme, en avance sur Roger. Il peut très probablement le battre, donc il mérite
il mérite sa place là, mais pas au-dessus parce qu'il est moins inspirant que 2 autres joueurs, pour moi, Nadal et Federer, dans son style de jeu. Voilà. Ouais, alors après, on peut faire un micro débat sur Djokovic. Peut-être, pour moi, c'est peut-être celui qui individuellement a atteint à son pic, était le meilleur des trois. Alors c'est difficile parce que leur style de jeu fait qu'ils ont été sur des surfaces, ils ont eu des pics sur des surfaces un peu différentes, à des périodes un peu différentes et qui sont très très proches. Mais j'ai trouvé que la domination de Djokovic, dans cette période de domination, notamment sur dur, était peut-être la même violence que celle de Nadal, assez sectorisée sur le moment de terre battue. Je ne sais pas ce que tu en penses, Armand, si Alex et Ben voulaient rebondir. Ouais, c'est vrai, mais il avait il a une ultra domination qui est un peu robotique. Et là, je rentre un peu dans les détails, mais c'est ça qui est amusant, c'est que du coup, en termes de style de jeu, c'est moins inspirant et on va dire, ouais, ça envoie un peu moins de rêve dans le côté, dans les images, même si en termes de niveau de jeu et du coup de domination, c'est énorme, c'est pas la même classe que les deux autres, quoi. Ouais, Parce que oui, c'est vrai qu'en aussi. termes de victoire, de record, pour l'instant, il est en avance sur les autres et sur la période où il dominait, il a 2 ou 3 petits chelems. C'est assez monstrueux. Ouais. Je suis assez d'accord avec Armand, c'est-à-dire que lorsqu'on a vu Federer ou Nadal, quand ils ont commencé aussi à dominer et être monstrueux, l'impression de puissance qui s'en dégageait des deux et d'intouchabilité, je la trouve était beaucoup plus forte que celle d'un Djokovic. Quand, Okay. quand Nadal a commencé parce que à aller chercher des victoires à Wimbledon, à aller chercher des victoires en Australie ou un peu partout, là on a vraiment senti une impression en fait qui était injouable. Ou que Federer aussi était injouable. Djokovic, on n'a jamais eu cette réelle impression qu'il était injouable. Enfin, personnellement. Ok, moi je pense qu'on à l'US Open, moi j'ai eu le sentiment de le voir quand même assez humble, mais bon, chacun son sentiment. On peut peut-être attendre Tu 12, captes pas très bien, Alex, et puis Thomas. Ben, on peut peut-être te laisser passer à ton 12 et puis après on rebondira sur, Moi, sur Ben. mon 12 c'est passé. C'est Libron. Ah oui, ton 12 c'est Lebron, Ben, ton 12? Eddy Merckx, on en a parlé avant. Ok, bon, on reste dans des chassés croisés. Moi, mon 12, c'est Jack Nicklaus. Vous l'aviez mis pour au moins 2 d'entre vous, mais je pense que vous 3 autour plutôt de la 40e place. Pour moi, c'est quand même nettement trop bas. C'est dans les années 70, il gagne 18 titres du Grand Chelem avec une grosse longévité, ce qui reste un record en golf, malgré Tiger Woods qui reste à 15. Alors certes, à une période où le golf est un peu moins international, mais il truste tout avec Palmer et Gary Player, mais ça reste, ça se débattait même pour moi de savoir s'il était devant Woods ou pas. Finalement, je l'ai mis un peu derrière, mais pour moi, Jack Nicklaus, il a sa place très très haut dans ce classement du top 50. On peut passer peut-être au 11, Armand, de ton côté. Je crois qu'on a fini le 12. En 11, j'ai Carl Lewis. Je crois qu'il a été mentionné par l'un d'entre vous seulement pour l'instant. Donc je suppose que les autres l'ont après. C'est 9 médailles olympiques, enfin 9 médailles d'or olympiques. Des records du monde sur le 100 mètres, sur les 4 x 100 mètres. Il était leader incontesté du début des années 80 en course de petite distance à une époque où l'athlétisme était particulièrement sur le premier plan. Voilà. Ouais, moi je vais enchaîner du coup parce que je l'ai aussi en 11. Carl Lewis, 9 médailles d'or olympiques, effectivement, 10 médailles au championnat du monde d'athlétisme. C'est le 3e plus gros recordman et 2e
en termes de médaille d'or olympique, très athlète, très complet aussi, 100 mètres, 200 mètres et longueur. Donc pour moi, il avait sa place très haut. Ce qui lui manque un peu, c'est que déjà, il y a des petits soupçons de dopage qui sont pas très très clairs, qui sont pas complètement avérés, mais qui sont les soupçons sont assez élevés quand même. Et par ailleurs, à la fois en termes d'olympisme ou en termes de performance pure sur du 100-200, pour moi, il y a des athlètes un peu plus marquants. Et c'est ce qui lui manque pour atteindre vraiment le top 10. Alex, en 11, pardon. En 11, Rafael Nadal. Rafael Nadal, donc ce qui lui a manqué pour être encore un peu plus haut, c'est la forte proportion comme de Roland Garros sur le palmarès. Mais c'est aussi ce qui fait le personnage, ce qui fait sa légende. Ses chiffres à Roland Garros c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que quand il joue, c'est vraiment un joueur, quand tu sais qu'il joue à Roland Garros, tu sais que Roland Garros il est pour lui. Et ça, dans aucun tournoi, dans aucun joueur, on a eu autant cette impression de se dire que de toute façon, Roland Garros, c'est pour Nadal. Ça fait plus de pendant 15 ans, c'était comme ça. Et ce qu'il a apporté, dès sa première participation à 18 ans, je crois qu'il gagne le premier Roland Garros, c'est pour moi quelque chose. C'est monstrueux. C'est-à-dire que la seule raison pour laquelle il n'est pas un peu au-dessus, c'est un peu trop. C'est la trop grosse proportion de Roland dans son palmarès. Ouais, ça s'entend. 11e, Ben. 11e, on en avait discuté avant, Ayrton Senna. Ouh. Ok, si haut. Rappelez-moi qui c'est. C'est vraiment lui qui a fait rentrer la Formule 1 en fait dans la catégorie qu'elle est aujourd'hui. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai mis très haut. On parle de 3 championnats du monde, donc c'est largement, je crois que c'est inférieur à Michael Schumacher, c'est 7. Mais bon, on parle aussi du fait qu'il a été, c'est lui qui a, enfin, il a eu une très belle concurrence avec Alain Prost qui a marqué, qui a vraiment intéressé les gens à ce sport. Il a été, il a fait rentrer vraiment la Formule 1 dans ce domaine. Il est mort. Je pose une question. Pourquoi Ayrton Senna et pas Alain Prost? Puisque Alain Prost, c'est plus de championnats du monde. Non, c'est une belle question. C'est juste d'un point de vue, parce que Alain Prost, c'est 4 championships et Ayrton Senna, c'en est 3. À la même période. Parce que là, j'essaie de comparer les deux, ouais. À part, malheureusement, sur le drame de Formule 1. Je sais pas, en fait. Grosso modo, j'ai envie de dire que, en fait, il y avait un débat entre les deux, en fait, dans ma tête. Qui fait un petit peu schizophrène. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était, en fait, un sport, c'était un type qui a quand même été, je sais pas, entre les deux, en fait, d'un point de vue médiatique et la façon dont il a marqué le sport et la façon dont il est resté dans les esprits, je pense qu'il est resté au-dessus d'Alain Prost. C'est pas purement la statistique, c'est aussi un peu de la poésie. Je vois le reflet de la page Wikipédia dans tes lunettes, Ben. Il y a pas eu de page Wikipédia, mec. Mais c'est ça. Ben, il a fait un bingo, il a mis des boules de 1 à 50 dans un bocal et il a tiré les numéros. Non, mais je veux dire, il y a un peu de poésie dans la Peter Army. Il est mort sur la piste. Ouais, pour moi, vraiment, enfin, clairement, ça c'est un peu comme Borg ou comme Tyson, comme d'autres personnalités comme ça, mais même comme Maradona, où je disais tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment la légende qui dépasse de loin l'athlète. Alors, c'est vrai qu'il devient complètement légendaire parce qu'il meurt en pilotant et par sa rivalité avec Prost, mais il y a un moment, enfin, c'est pas un avantage de pas avoir pu gagner 4 championnats du monde. C'est plus malheureusement une faiblesse quand on analyse le sportif en général, mais bon. Ça s'entend. C'est pas le premier blasphème de ton top 50, donc j'espère que ce sera pas le dernier. Mais ça nous permet de conclure l'épisode, puisqu'on a tous donné nos 11, et de faire le dernier sur le top 10. Merci à tous et à tout de suite pour le top 10. Merci. Merci. Récupéré par la Puglia. Occasion! Goal!